c'était le 29 mars 1947, il y a 60 ans, le début d'une des révoltes les plus sanglantes de l'histoire de la colonisation, l'insurrection de Madagascar. Les rebelles ont tous été éliminés ou capturés. Les autorités militaires ont repris la situation en main. Elles veillent sur votre sécurité. Des milliers de vos compatriotes sont morts pour une cause sans espoir. « 2000 ans d'histoire. Vourme, oiseau, affre, feu, c'était le mot de passe des insurgés qui, dans la nuit du 29 au 30 mars 1947, déclenchaient à l'est de Madagascar une des plus grandes révoltes de l'histoire coloniale. À l'appel d'une société secrète, quelques centaines d'hommes armés de saguets et de coupe-coupe attaquaient plusieurs garnisons et des maisons de colons français. On s'attendait si peu à une telle flambée de violence que le matin même, le haut-commissaire de France à Tananarive, Marcel de Coppet, affirmait encore qu'il ne fallait pas s'inquiéter des rumeurs annonçant un soulèvement dans la journée. Et personne n'avait pris au sérieux des députés malgaches qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avaient réclamé l'indépendance de leur île après 50 ans de colonisation française. Pierre Sabag, le 14 février 1946. Ce matin à 9h30, un avion, un Ju-52, quittait le Bourget, emmenant M. Marius Moutet, ministre de la France d'Outre-mer, accompagné par M. Raceta Ravouangui, député de Madagascar, et également M. Rabeman Jara. L'avion toucha l'aérodrome de Kerkerville à 11h, près de Cherbourg, et le ministre se rendit aussitôt à bord de l'île de France, qui, pour son premier voyage, a voulu ramener vers la terre natale 6000 malgaches, 6000 soldats malgaches. Monsieur le ministre a tenu la promesse qu'il nous avait faite, et voici le dernier contingent de soldats malgaches qui s'embarquent pour retrouver la chère île natale. Nous aimons y trouver la dernière expression de la sollicitude que la France a témoignée envers nos compatriotes pendant les dures années de guerre et d'exil. C'est dans cet esprit seulement que vous nous aiderez à résoudre dans le calme et la dignité les grands problèmes qui se posent pour l'avenir de notre pays, épris de liberté et d'indépendance dans le cadre de l'Union française. Vive les soldats malgaches, vive la France, vive Madagascar libre dans l'Union française. Jean Framigachi, bonjour. C'était un député malgache, Joseph Racette, le 14 février 1946, au moment où 6000 soldats malgaches revenaient le 14 juillet. Juillet 46, pardon. Au moment où 6000 soldats malgaches revenaient dans leur pays, donc après avoir participé à la libération de la France, c'était un an avant le déclenchement d'une insurrection réprimée très brutalement par l'armée française à Madagascar, un massacre un peu oublié pendant des années, vous le rappelez dans un article de la revue Histoire du mois de mars, en disant que même à Madagascar aujourd'hui, on ne parlait que très peu de ce qui s'était passé il y a 60 ans, en 1947. Jean Framigachi, comment ça se fait ? Qu'on n'en parle plus en France, on peut comprendre, mais à Madagascar. Oui, en France, d'abord, je rappelle brièvement que Madagascar apparaît très rarement dans les médias français. C'est une terre lointaine, là-bas dans la mer du Sud, et elle apparaît surtout à la rubrique touristique. Et alors, je le précise, ça parce que ça crée une réelle frustration, notamment dans la communauté malgache en France, qui voudrait bien attirer l'attention sur son pays, et alors, au besoin, elle le fait par la victimisation. C'est une des manières de se faire connaître. Bon. Mais pour en revenir à 47, je précise aussi qu'il est absolument faux de parler d'une chape de silence jetée par les Français à l'époque.
cette expression qui a été employée par exemple en 97 par le monde diplomatique est fausse parce que c'est la première révolte coloniale médiatisée, très médiatisée. On entendra d'ailleurs des archives dans le courant de cette émission. Bon, nous y reviendrons peut-être. En tout cas, en ce qui concerne les Malgaches eux-mêmes, eh bien, il est exact que les acteurs véritables de l'insurrection, ceux qui ont été sur le terrain, ont très longtemps gardé le silence, parce que l'insurrection a été présentée comme une gigantesque tromperie, même comme une folie criminelle qui a dressé les Malgaches les uns contre les autres, suscité des antagonismes ethniques. Bref, il valait mieux ne plus en parler, d'autant que, alors l'autre point essentiel, c'est que ce sont les collaborateurs des Français en 1947 qui ont hérité du pouvoir après 1960 à Madagascar, donc vous devinez ce qui a pu se passer. Alors, cela dit, dans une île colonisée depuis une cinquantaine d'années, quand cette insurrection s'est produite, elle est devenue une colonie française en 1896. Et alors, les conditions, vous le dites, étaient déjà remplies avant la Deuxième Guerre mondiale pour qu'une révolte s'y déclenche. Vous évoquez ce qui d'ailleurs était le cas aussi dans d'autres pays, d'autres colonies, comme en Afrique, le travail forcé, le code de l'indigénat, le racisme aussi, ou le paternalisme des colons, qui étaient très peu nombreux d'ailleurs à Madagascar, je crois environ 35 000 sur 4 millions d'habitants. Tout ça, évidemment, ça avait fermenté un mouvement nationaliste. Oui, il faut préciser, le travail forcé avait connu son apogée une vingtaine d'années avant, à la fin de la Première Guerre mondiale et dans les années 20. Les années 30 ont vu une réelle amélioration de la situation. C'est-à-dire que, en gros, les paysans se sont mis à cultiver du café je parle de la côte Est, la zone insurgée, parce que Madagascar est quand même très divers. Ils se sont mis à cultiver du café pour leur propre compte, et ça leur a permis de se libérer de la contrainte coloniale. Ils n'avaient plus besoin de se servir chez les colons, et ils arrivaient à payer leurs impôts sans trop de problème. C'est simplement... ce qu'il faut souligner, c'est que à Madagascar, le poids du système colonial a toujours été quand même très lourd. Ceci parce que ça a été un peu le paradis de l'administration coloniale. C'est un pays qui a eu un encadrement administratif extrêmement lourd, donc les moyens de peser sur la population par sa fiscalité, par les réquisitions de main-d'œuvre, et puis aussi la réquisition, ce qu'on appelait les prestations, c'est-à-dire le travail pour l'administration. Donc un système lourd, et là-dessus arrive la guerre, et la guerre provoque un alourdissement encore du système considérable, et c'est là que la coupe a commencé à déborder. Oui, d'autant plus qu'elle a révélé la faiblesse de la métropole, vaincue par l'Allemagne en très peu de temps, l'incapacité du régime de Vichy, qui garde le contrôle de Madagascar au début, d'empêcher un débarquement britannique dans l'île en 1942. Et puis alors, à la libération, le gouvernement français est obligé de faire des concessions, le travail forcé est aboli, le code de l'indigénat aussi. Puis alors, on élit 3 députés, les Malgaches élisent eux-mêmes 3 députés à l'Assemblée législative, Ravouang, Joseph Rasset et puis le poète Jacques Rabémanandjar, un des fondateurs en février 1946 du mouvement démocratique de rénovation malgache, le MDRM. Nous avons fondé le MDRM. L'ambiance était presque fervente parce qu'on allait créer quelque chose, n'est-ce pas, qui n'existait pas encore à Madagascar à l'époque. Comme on était colonie, il n'y avait pas la possibilité de fonder un parti. On a fait ce qu'on appelle les serments du MDRM. Il y avait une espèce de cérémonie presque religieuse en quelque sorte, un verre d'eau dans lequel nous avons mis un petit morceau, une petite parcelle de la terre malgache, et on s'est donné ça à chacun en disant voilà, fidélité à la terre malgache, l'amour de la patrie et l'amour des ancêtres. Nous étions là, en quelque sorte presque envoûtés par la nostalgie du pays, quoi. Devenir de plus en plus français tout en restant profondément malgache. C'était ça notre devise.
Jean-François Migacci, on a entendu tout à l'instant la Jacques Rabé-Manandja rappelant la création à Paris du grand mouvement en fait indépendantiste le plus important de l'île en février 46, c'est le MDRM. C'était vraiment le grand mouvement de l'époque. Oui, ce parti, d'ailleurs, vous voyez, ça peut paraître paradoxal, mais effectivement, il est créé à Paris. Tout simplement parce que la loi républicaine sur les partis n'était pas encore promulguée à Madagascar. Donc le parti a dû se créer à Paris. D'ailleurs, il s'appelle mouvement et pas parti. Il a des députés, hein, on l'a vu, il y a des députés malgaches. Donc à l'Assemblée législative. les deux députés élus en octobre 45 sont parmi les fondateurs de ce parti. Et ce sont eux qui vont profiter, en quelque sorte, des concessions faites dans le premier semestre 46 par la France, parce que l'opinion malgache va les leur attribuer. Va dire, c'est grâce à eux que nous avons obtenu la suppression du code de l'indigénat, de l'abolition du travail forcé. Et alors donc, ils sont réélus triomphalement en juin 46 à la seconde constituante, et à nouveau aux premières élections législatives de la 4e République, c'est-à-dire le 10 novembre. Avec, à ce moment-là, ils reçoivent le renfort de Jacques Rabé-Manandja, que nous avons entendu, qui devient député de la côte Est. Il faut rappeler l'existence d'un autre parti important, le PADESM, le parti des déshérités Madagascar, qui lui est mieux vu que le MDRM par l'administration française. Il est plus pro-français, comme on disait. Oui, mais là alors, je suis dans l'obligation de redresser une perspective historique, parce que ce parti a été présenté par les gens du MDRM comme une sorte de parti de collabo, et ce mythe lui est resté collé à la peau. En réalité, à l'origine, ce PADESM, c'était aussi un parti nationaliste, simplement de côtiers et des groupes statutaires inférieurs de la société mère, de la société des Hautes-Terres. Et alors, ce parti, même au début, a été porté sur les fonds baptismaux par des militants communistes. Qu'est-ce qui a provoqué son évolution vers la francophilie et la collaboration ? C'est très largement un certain sectarisme du MDRM, puis surtout alors ce qui a fait définitivement basculer les choses, c'est le fait que lorsque l'insurrection se déclenche, les insurgés du MDRM ont assassiné un certain nombre de membres du PADESM. Alors ces mouvements sont plus ou moins un peu divisés sur la façon d'accéder à l'indépendance. Certains veulent une évolution pacifique, d'autres en revanche, et c'est le cas de quelques sociétés secrètes, veulent qu'elle soit conquise par la violence. C'est le cas de cette société secrète, la Jina, dont un des dirigeants, Munjadjon, expliquer comment elle avait déclenché en mars 1947 l'insurrection de l'île contre les Français. Mes ancêtres sont morts pendant l'occupation française, fusillés par les Sénégalais. À cause de cela, je devais venger mon père et lutter pour l'indépendance. J'étais en colère, je disais nous sommes allés en France, nous avons combattu les Allemands, défendu la France. Pourquoi ne défendrions-nous pas notre patrie, Madagascar? C'est le Zini qui a donné l'ordre de déclencher la rébellion. Quand elle a éclaté, il y avait un mot de passe qui était oiseau, Wurm, feu, af. C'était les deux mots de reconnaissance. Si à oiseau, celui d'en face répond feu, c'est un ami. Sinon, c'est un ennemi, on le tue. Alors officiellement, Jean-François Migacci, ce n'est pas le MDRM ou le PADESM qui ont déclenché cette insurrection, c'est ce mouvement, ou la Jini, avec Munjadjon qui était en prison, lui à ce moment-là, vous me l'avez dit tout à l'heure, qui déclenche ce mouvement, cette insurrection qui se produit, qui commence dans la nuit du 29 au 30 mars. Oui, simplement, ce qu'il faut souligner, enfin c'est un acquis assez récent de la recherche, c'est que cette société secrète Jina n'avait pas d'autonomie véritable par rapport au MDRM. C'est-à-dire, c'était
un regroupement de nationalistes durs qui sont encouragés au passage à l'action à cause de la politique répressive de l'administration coloniale, en gros depuis novembre 1946.